Bonjour, dans cette première vidéo sur les cas d'utilisation, nous allons montrer comment utiliser les diagrammes de cas d'utilisation UML pour réfléchir aux besoins du client. La réflexion autour des cas d'utilisation, c'est le point de départ de tout processus de développement, que ce soit un processus classique en V ou un processus agile. La question principale à laquelle on cherche à répondre, c'est à quoi et à qui va servir le système qu'on cherche à développer, comment ce système va-t-il être utilisé et pourquoi faire. C'est la phase d'analyse des besoins du client. Le but de cette analyse, c'est d'établir le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire la liste des fonctionnalités du système. On va également réfléchir à son interface et à la manière dont les utilisateurs vont interagir avec lui. On va donc essayer de répondre aux trois questions suivantes. Premièrement, à quoi sert le système? Quelles sont ses tâches principales? C'est ça qu'on va appeler cas d'utilisation. Ensuite, qui va l'utiliser? Qui va interagir avec lui? Des humains, mais pas forcément, peut-être aussi d'autres systèmes informatiques ou physiques, des capteurs par exemple. Tout ça, c'est ce qui fait partie de l'environnement du système. Et enfin, qu'est-ce qui fait partie des tâches du système et qu'est-ce qui sort de son cadre? Est-ce qu'il va déléguer certaines vérifications, aller chercher des données dans un autre système, etc. Ça, c'est ce qu'on appellera les limites du système. Pour conduire cette réflexion, on va s'aider de différents outils, les diagrammes de cas d'utilisation UML bien sûr, mais pas seulement. On va voir qu'il est important aussi de détailler les scénarios qui se trouvent derrière chaque cas d'utilisation dans un texte structuré, et que ça peut être pratique aussi de réfléchir aux interactions entre les cas d'utilisation en utilisant des diagrammes de séquence. Mais avant de parler de cas d'utilisation, on va parler de scénario d'utilisation. Un scénario, c'est une suite d'interactions entre un ou plusieurs utilisateurs et le système, qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer une tâche complexe. C'est pour effectuer cette tâche qu'il a utilisé le système, il a un objectif à réaliser. Ici, on prend l'exemple d'un client d'un site de vente en ligne qui cherche à passer une commande. Le texte décrit les interactions successives entre le client et le système qui mènent à la réalisation de cet objectif. D'accord? Le client doit s'identifier, choisir une adresse, un mode de livraison et payer. Les petites actions qui composent ce scénario, cliquer ici, saisir ceci, ne sont que des briques qui permettent à l'utilisateur de réaliser son objectif qui est passer une commande. D'ailleurs, il existe souvent plusieurs scénarios qui sont de petites variations les uns des autres et qui réalisent le même objectif. Par exemple, ici, si le paiement ne réussit pas du premier coup, le client peut recommencer et sa commande est finalement enregistrée comme dans le scénario précédent. Ce qu'on appellera cas d'utilisation, finalement, ce sera l'objectif que cherche à réaliser l'utilisateur qui effectue ces scénarios. Ici, c'est le cas d'utilisation commandé, bien évidemment, qui correspond à un ensemble de scénarios possibles. Les cas d'utilisation, ça va donc être les fonctionnalités principales du système, celles pour lesquelles le système sera finalement utilisé. On va décrire ces cas d'utilisation en UML en utilisant ce qu'on appelle les diagrammes de cas d'utilisation. Dans ces diagrammes, il y a deux éléments importants, les acteurs et les cas d'utilisation eux-mêmes. Un acteur, c'est tout ce qui peut interagir avec le système. Une personne physique, mais aussi un capteur, un logiciel, un autre système, qui est extérieur au système qu'on cherche à développer. Un acteur va avoir un rôle à jouer envers le système selon sa manière d'interagir avec lui. Une même personne réelle peut avoir plusieurs rôles à jouer vis-à-vis du système. Par exemple, un internaute qui est administrateur d'un site web a un rôle de visiteur pour ce site tant qu'il n'est pas logué en tant qu'administrateur. Un cas d'utilisation, comme on l'a déjà dit, c'est une fonctionnalité du système visible de l'extérieur. Un cas d'utilisation est toujours déclenché par un acteur depuis l'extérieur du système. Le système n'a pas de volonté propre et ne s'active pas tout seul. Il n'agit qu'en réaction à une stimulation extérieure. On utilise un verbe à l'infinitif pour décrire un cas d'utilisation dans le diagramme. On remarque donc ici qu'on ne décrit que le fonctionnement visible extérieur du système et pas du tout son comportement interne. Un diagramme de cas d'utilisation, c'est un dessin très très simple où les acteurs sont représentés par des bonhommes, qu'ils soient humains ou pas. Les cas d'utilisation sont dans des bulles et on fait des traits entre les bonhommes et les bulles. Donc évidemment, c'est pas le dessin qui compte, mais ce qu'on écrit dedans. Il y a très peu de texte dans un diagramme de cas d'utilisation, donc il faut bien le choisir, que ce soit pour les acteurs ou pour les cas. De manière générale, il faut toujours être très rigoureux sur le vocabulaire qu'on utilise, pour être sûr d'être bien compris par toute l'équipe, et parce qu'on va utiliser ce vocabulaire pendant tout le processus de développement. Pour bien faire, on fait un glossaire pour accompagner les diagrammes, dans lesquels on détaille ce qu'on entend par client, visiteur, abonné, commandé, etc., dans le contexte du projet. Alors ici, qu'est-ce qu'on raconte? Dans ce diagramme, on raconte que le système qui s'appelle site de vente en ligne a un acteur dont le rôle est appelé client et qui peut déclencher le cas d'utilisation commandé.
Un acteur est relié à un cas d'utilisation par ce qu'on appelle une association, qui signifie que cet acteur peut déclencher ce cas. Dans un diagramme de cas d'utilisation, on va donc relier chaque acteur avec tous les cas d'utilisation qu'il peut déclencher. Alors on prend tout de suite un exemple, l'exemple d'un guichet automatique bancaire, où n'importe qui peut retirer de l'argent et où certaines opérations sont réservées aux clients de la banque propriétaire de l'automate. Ces clients sont reconnus comme clients de la banque une fois qu'ils ont inséré leur carte dans l'automate. On distingue donc deux acteurs qui peuvent interagir avec le système, celui qu'on appellera client, et qui peut seulement retirer de l'argent, et celui qu'on appellera client de la banque, et qui a accès aussi aux autres opérations. Évidemment, un client de la banque peut aussi retirer de l'argent. On voit qu'on ne détaille absolument rien sur la manière dont se passent les interactions entre les acteurs et le système. D'accord ? Dans ce diagramme, on a juste identifié un ensemble de fonctionnalités, et on a identifié qu'elles sont accessibles par deux types différents d'utilisateurs. On voit dans l'exemple précédent qu'on peut se retrouver avec un ou plusieurs cas communs entre des acteurs. Par exemple ici, tous les clients peuvent commander, mais un client adhérent peut aussi utiliser ses points fidélité. Alors ça peut vite embrouiller le diagramme d'avoir plein d'associations comme ça entre les acteurs et les cas d'utilisation, et c'est embêtant parce que le diagramme il a pour principal but d'être synthétique et rapidement lisible. Donc on veut éviter d'avoir plein d'associations qui se croisent ou qui se répètent. Dans le cas précis où un acteur peut déclencher exactement tous les cas d'un autre acteur, plus peut-être des cas qui lui sont spécifiques, on peut éviter la redondance des associations en faisant apparaître une relation d'héritage entre les acteurs. Ici, un client adhérent peut faire tout ce que peut faire un client, c'est-à-dire commander, plus utiliser ses points fidélité qu'il a acquis en tant qu'adhérent. On va alors supprimer l'association entre client adhérent et commandé, et faire apparaître explicitement qu'un client adhérent est un cas particulier de client. Le diagramme dit exactement la même chose qu'avant, mais il est simplement plus lisible. C'est d'autant plus vrai si client et client adhérent ont beaucoup de cas communs. On reprend l'exemple précédent du distributeur. Alors on voit que tous les clients peuvent retirer de l'argent, qu'ils soient de la banque ou non. Mais comme on a dû distinguer deux types de clients, on a deux fois l'association vers le cas retirer de l'argent. Ce sera encore pire si on a d'autres cas qui sont communs entre les deux types de clients. D'accord ? Si ce distributeur permet aussi à tout le monde de recharger le crédit de son téléphone portable, on aura encore deux fois l'association vers ce nouveau cas. Ça va vite devenir illisible. Dans ce cas, on voit qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair de faire apparaître un client de la banque comme un cas particulier de client. D'accord ? Un client de la banque peut faire tout ce que peut faire un client, plus certains cas d'utilisation qui sont spécifiques à son statut. Alors on a enlevé les associations entre client de la banque et les deux premiers cas, et on les a remplacés par cette flèche de généralisation. Le diagramme dit exactement la même chose qu'avant, mais a gagné en lisibilité. Une situation qui peut arriver également, c'est que deux acteurs aient beaucoup de cas communs, mais aussi chacun des cas spécifiques. Du coup, aucun n'est directement un cas particulier de l'autre. Dans ce cas, on peut quand même utiliser l'héritage d'acteurs en créant un acteur intermédiaire qui va rassembler les cas communs, et dont va hériter chacun des deux acteurs de départ. Par exemple, ici, internautes et clients peuvent tous les deux parcourir le site et ajouter des articles à leur panier. L'internaute peut créer un compte pour devenir un client, et un client peut modifier son compte et passer une commande. Client n'hérite pas d'internaute puisqu'il ne peut pas créer de compte, il en a déjà un. On peut quand même éviter d'avoir trop d'associations qui se croisent en créant un autre acteur, un peu artificiel certes, mais pratique, dont vont hériter internautes et clients. Alors on crée un acteur visiteur qui peut parcourir le site et ajouter des articles à son panier. Du coup, internaute, qu'on renomme en futur client, est un visiteur particulier qui peut créer un compte. Et client est maintenant représenté comme un visiteur particulier qui a un compte et qui peut commander et modifier son compte. Alors on remarque que visiteur n'est pas un vrai acteur, parce qu'on ne sait pas vraiment le distinguer d'un futur client, à part dans l'intention de créer un compte. Mais on voit que le diagramme devient beaucoup plus lisible et que les cas communs à futur client et client sont clairement identifiés. Alors on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a maintenant tous les ingrédients nécessaires pour faire des diagrammes de cas d'utilisation, sachant que le plus important, c'est d'identifier les acteurs et les cas et de les associer correctement. On va voir qu'on peut continuer à ajouter de l'information au diagramme quand même, tant que ça reste lisible et que ça ajoute réellement de l'information et pas du bruit.
Une première chose qu'on peut ajouter à un diagramme de cas d'utilisation, c'est la notion d'héritage sur les cas d'utilisation eux-mêmes. On veut mettre en évidence le fait qu'un cas d'utilisation regroupe plusieurs cas particuliers dont les scénarios diffèrent au moins en partie, parfois totalement. Alors par exemple ici, commander un produit et un service sont des scénarios qui peuvent avoir des points communs, mais qui diffèrent au moins pour la partie livraison qui n'existe pas pour un service. Donc on a un cas d'utilisation générique commandé, dont hérite commander un produit et commander un service, qui sont donc identifiés comme des cas particuliers de commander. Une autre information qu'on peut faire apparaître dans le diagramme, c'est le fait qu'un scénario ait une partie optionnelle. Cette partie optionnelle étant le scénario normal du cas d'utilisation, d'où l'étiquette Extends. Alors ici, il est possible de prendre une assurance pendant le scénario commandé, mais évidemment on peut très bien commander sans prendre d'assurance. Donc souscrire une assurance extends le cas commandé. Alors on remarque que souscrire une assurance, ce n'est pas un cas d'utilisation en soi, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dehors du scénario commandé. Donc c'est vraiment un morceau de scénario qui peut apparaître au sein du scénario commandé. Dernière relation qu'on peut avoir entre des cas d'utilisation, la relation includes. Alors on l'utilise seulement dans le cas où plusieurs scénarios ont un morceau de scénario commun, qui a un sens fonctionnel à part entière. On dit alors que ces cas d'utilisation incluent le cas qui représente la partie commune de ces scénarios. Alors ici, commander un produit et réserver une place de spectacle sont deux scénarios différents dans le système, mais ils ont en commun qu'à un moment, il faut régler la commande. Donc ils incluent tous les deux le scénario qu'on pourrait appeler procéder au paiement. Voilà l'exemple précédent de l'automate bancaire dans lequel on a ajouté plusieurs choses. Tous les cas d'utilisation incluent un morceau de scénario correspondant à l'identification du client, c'est-à-dire dans ce contexte l'insertion d'une carte valide, et qui est une carte de la banque propriétaire pour un client de la banque. D'autre part, lorsqu'un client effectue un virement, il a la possibilité d'enregistrer un nouveau bénéficiaire pendant le scénario, ce qu'on a fait figurer avec un extends. Alors on voit que le diagramme s'est complexifié et a perdu un peu en lisibilité, même si on a ajouté des informations pertinentes. Donc il faut toujours faire attention à rester lisible, quitte à ne pas tout dire. Ça reste un schéma, une vue d'ensemble, et le diagramme n'a pas du tout pour but d'être exhaustif. Quelques conseils donc, limiter le nombre de cas d'utilisation par diagramme, quitte à faire plusieurs diagrammes si besoin, et utiliser les relations entre cas d'utilisation, includes, extend, héritage, seulement s'il y a de la place et que ça apporte réellement quelque chose sans nuire à la lisibilité. Dans la suite, on va voir que les détails qu'on ne veut pas mettre ou qu'on ne peut pas mettre dans le diagramme, en fait, on va pouvoir les expliciter dans une description textuelle des cas d'utilisation, les scénarios détaillés, et aussi au travers de scénarios regroupant plusieurs cas d'utilisation en utilisant des diagrammes de séquence.